Alors, allons-nous vers une société déshumanisée par Damien Maya. Regardons. Imaginez un monde où les libertés que nous prenons pour acquises s'effritent, puis disparaissent. Ça n'arriverait pas d'un seul coup, mais lentement, insidieusement, jusqu'à ce que nous prenions conscience que nous vivons dans une société où les gens sont manipulés par des diktats invisibles. Il ne s'agirait pas forcément d'une dictature brutale, comme nous en avons connu par le passé, mais d'un système méticuleusement pensé pour rendre notre servitude aussi confortable que volontaire. Comme si nous avions accepté et décidé par nous-mêmes de restreindre notre liberté au profit d'un bonheur illusoire. Alors est-ce de la science-fiction ou sommes-nous déjà sur ce chemin ? Pour apporter de la densité à cette observation, je vous propose de plonger dans les réflexions prophétiques d'Aldous Huxley. À seulement 37 ans, cet auteur visionnaire terminait l'écriture de l'une des œuvres dystopiques les plus marquantes de son temps, Le meilleur des mondes. Humaniste, pacifiste et fin philosophe, vous allez voir que dès les années 50, son discours décrivait déjà comment des forces invisibles pourraient nous conduire vers une société privée de liberté. Alors, on pourrait déjà réagir en disant cela, croire que nous avons toujours été libres dans une société, c'est un mensonge. Personne n'est libre et de toute façon, la liberté a un prix. Et je vois exactement là où est-ce qu'ils vont en venir, hein. C'est-à-dire que maintenant, de nos jours, tu vis dans un monde où tout est économie. Tu te réveilles, économie. Tu manges, économie. À croire qu'on est sûr, qu'on est arrivé dans ce monde, que nous sommes nés sur cette terre pour ne parler que d'économie. Je vois un peu où est-ce qu'ils vont en venir. Mais, pardon, hein, on n'a jamais été libre et dans le fond, les paradigmes n'ont jamais changé. Je ne pense pas qu'il y ait une sinistre personne essayant de priver délibérément les gens de leur liberté. Mais je pense qu'il existe un certain nombre de forces impersonnelles qui exercent une pression, de manière à réduire la liberté. Et je pense qu'il y a également un certain nombre de dispositifs technologiques que quiconque peut utiliser s'il le souhaite. Ouais, donc déjà, premier baratin de l'histoire de l'humanité, il existe une force qui essaye de restreindre nos libertés. Que ce soit l'Ancien Régime, que ce soit la Révolution industrielle, que ce soit le Moyen-Âge, ça n'a jamais changé. Il y a toujours eu des personnes qui viennent dans un territoire pour imposer leur réalité du monde. On appelle le pays dans lequel nous vivons la France. Il faudrait peut-être rappeler que la France, de base, c'est une imposture. Vous avez des gens de l'extérieur de la Gaule qui sont venus en France, en Gaule, imposer leur paradigme et forcer des gens à se soumettre. Tu vois, c'est l'histoire du monde, hein. Que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Australie ou dans le vieux continent. Excusez-moi, c'est l'histoire de ce monde. On détruit les temples de Salomon, Rome fait la guerre à tout le monde, l'Église catholique s'impose. Je vous rappelle que l'Église catholique, si pure, saine que ça, elle était très contente lorsque les rois, lorsque les Germains allaient faire la guerre, parce que pour elle, ça voulait dire de nouvelles terres, où elle pouvait mettre son impôt, la dîme. L'Église catholique qui n'a pas hésité à faire la guerre face aux protestants, la guerre face au Qatar, ça a toujours été comme ça. Donc à l'époque, on faisait beaucoup de guerres parce que le paradigme était capturer les terres parce que la richesse était dans la terre que l'on travaillait. Aujourd'hui, on vit dans un nouveau paradigme qui est le capital, qui est le monde des marchands, le capitalisme, où il faut faire de l'argent, sinon tu ne réussis pas à vivre. Ça s'appelle l'économie. Et là, on ne parle plus de paradigme faire la guerre pour avoir les terres. Là, on parle de paradigme accumuler du capital pour acheter les terres. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Si vous analysez avec rigueur comment changent les choses, ça commence toujours à partir d'une idée. Si vous faites du business, vous le comprenez. Lorsque vous avez un produit, vous devez faire une certaine forme de marketing, vous devez créer un narratif, vous devez créer un storytelling pour convaincre ces gens d'acheter votre produit. C'est soit la personne a déjà une croyance fondamentale qui a bien été identifiée. Derrière, vous faites tout un narratif, vous créez, tout un narratif pour essayer de vendre cette chose à la personne,
ou bien la personne n'est pas au courant qu'elle a besoin de quelque chose et vous lui expliquez au travers de belles histoires. On sait pertinemment que le cerveau aime les belles histoires. Vous lui expliquez au travers de belles histoires ce dont elle a besoin et pourquoi elle en a besoin. C'est l'histoire du monde. L'Église catholique vous explique que vous avez besoin d'elle. Le libre-échange anglais, il vous explique que vous avez besoin d'eux au travers des philosophes. Faut pas se faire corrompre. Les philosophes sont des influenceurs. Les économistes sont des influenceurs. Comme aujourd'hui, nous avons maintenant des personnes qui font de la musique qui influencent les gens. On va voir des gens qu'on fait paraître, on va voir des gens, comment dire cela? On va voir des gens qui se font passer pour des intellectuels et donc du coup qui en savent mieux que la masse, qui vont dire des choses derrière pour convaincre une population et derrière, la personne qui orchestre l'arnaque impose son paradigme. Les Anglais ont fait la promotion du libre-échange au travers de ces philosophes comme Adam Smith, John Locke. Voilà, on vous dit que c'est exceptionnel. Il faudra quand même se rappeler que les États-Unis d'Amérique, c'était un pays, l'Angleterre, c'était un pays isolé qui avait besoin de quand même se connecter au vieux continent, sinon l'Angleterre mourrait. Ça, Napoléon l'avait compris. Et ça, c'est pareil. L'Église catholique, c'est pareil. Quand Rome est polythéiste, il se rend compte que l'Église catholique, le christianisme, c'est quelque chose qui est pas mal. On impose le narratif. Donc, c'est l'histoire du monde. D'accord ? Donc, quand on commence déjà ce genre de vidéo en vous dire il y a des forces externes qui essaient de prendre vos libertés, la technologie essaie de prendre vos libertés, on va vous déshumaniser et j'en passe, faites doucement. Parce que ça a toujours été l'histoire du monde. Les plus forts imposent leur narratif, les plus forts réécrivent l'histoire. Donc, société déshumanisée, je ne sais pas, je ne sais pas. Doucement. Afin d'accélérer ce processus de restriction de liberté et imposer plus de contrôle. Selon moi, il y a deux forces impersonnelles principales. La première n'est pas encore trop importante aux États-Unis à l'heure actuelle, bien qu'elle soit très présente dans d'autres pays. Il s'agit d'une force qu'on appelle en des termes simples la surpopulation. Cette pression croissante de la population sur les ressources existantes. Et bien sûr, c'est un phénomène inhabituel. Quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde auparavant. Prenons un exemple simple. Entre la naissance du Christ et l'arrivée du Mayflower, la population de la Terre a doublé, passant de 250 millions à environ 500 millions. Et aujourd'hui, la population de la Terre augmente à un tel rythme qu'elle doublera en seulement un demi-siècle. Les experts dans le domaine, comme Harrison Brown, ont souligné que dans les pays sous-développés, le niveau de vie est actuellement en baisse. Les gens ont moins à manger et possèdent moins de biens par habitant qu'il y a 50 ans. Et à mesure que la situation économique de ces pays devient de plus en plus précaire, et il est évident que les gouvernements devront prendre de plus en plus de responsabilités pour maintenir le navire à flot. Et bien sûr, sous de telles conditions, nous sommes susceptibles de voir apparaître des troubles sociaux, avec encore une fois, de nouvelles interventions gouvernementales. Je pense donc qu'on discerne ici deux schémas qui semblent tendre très fortement vers un régime totalitaire. Et malheureusement, comme dans tous ces pays sous-développés, le seul parti politique hautement organisé est le Parti communiste. Alors il me semble... Le communisme n'a jamais existé. Il y a beaucoup de conneries dans cette vidéo. Et n'écoutez jamais les économistes, les physiciens, les philosophes comme cette personne qui sont en train de vous dire que tout va mal. Non mais encore heureux que tout va mal dans le monde. La vie n'aurait aucun sens si tout était facile d'accès, si tout se passerait comme on le souhaite, si tout se passerait correctement. Alors, vous avez des personnes qui sont en train de vous dire que c'est la catastrophe. J'ai envie de te dire, c'est normal. C'est normal. Voilà. On peut pas... Le monde, c'est pas comme ça, tu vois. Faut bien que ça corrige. Donc souvent, quand on écoute ce genre de vidéos catastrophiques, faut faire très attention. Alors il me semble bien qu'ils hériteront de ce processus et qu'ils perdront leur pouvoir. Toute l'essence de la vie biologique sur Terre est une question d'équilibre. Et nous avons intensément augmenté notre pouvoir d'action sur la mortalité, sans contrebalancer en exerçant le même pouvoir d'action sur les naissances.
Par conséquent, le taux de natalité reste aussi élevé qu'il l'était, alors que les taux de mortalité ont considérablement chuté. Une autre force qui, je pense, opère beaucoup dans ce pays est celle qu'on peut appeler la surorganisation. À mesure que la technologie se complexifie, il devient nécessaire de mettre en place des organisations de plus en plus élaborées, des organisations plus hiérarchisées. Et l'avancement de la technologie a été accompagné d'un avancement dans les sciences de l'organisation. Donc, il est maintenant possible de créer des organisations à une échelle plus grande que jamais auparavant, de sorte... Par contre, ce qu'il vient de dire là, moi je trouve cela très intéressant. On vit aujourd'hui dans un paradigme où l'économie malheureusement a été imposée depuis maintenant près de 400-500 ans au monde. L'économie, le capitalisme, voilà. On vous dit que pour que les gens vivent mieux, il faut faire du libéralisme économique. On vous dit que la chose la plus importante, c'est la création de valeur. On vous dit que la chose la plus importante, c'est l'innovation. Donc, tu es en train de dire à des humains que voilà, tu dois apporter, parce que maintenant, c'est ce qu'on entend. Hein. On entend des gens dire oui, voilà, vous devez contribuer à la société. Voilà. Donc, ça veut dire que toi, tu viens sur Terre pour participer au jeu de l'économie du capitalisme. Ok. Moi, j'ai une question. On va innover jusqu'à quand ? Quand est-ce que s'arrête cette innovation ? Jusqu'à quoi ? Faire le tour de l'univers ? Le tour de l'espace ? Aller sur la planète Mars ? Et là, par contre, je rejoins la personne dans cette vidéo. Ça commence à devenir un peu ridicule. Ils vous disent tous, hein, les économistes, il faut innover, il faut créer, il faut innover, il faut créer. Elon Musk est incroyable. Innover, créer, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Je tiens quand même à préciser cela. Si vous analysez les mecs parce qu'il y a ce qu'on appelle l'industrie. L'industrie, les moyens de production, c'est quoi ? C'est la voiture, c'est l'électricité, c'est l'énergie, c'est faire les choses plus rapidement, tout simplement. Et puis vous avez la vie, le reste. D'accord ? Parce que le problème, c'est qu'on a un paradigme qui s'appelle économie. Et ce paradigme qui s'appelle économie, le monde des marchands qui nous a été imposé, eh bien, il empiète sur l'intégralité de nos vies. Moi, j'aimerais dire cela. Certes, l'économie est plus rapide. Certes, l'économie est plus efficace. Certes, il y a des formes d'avancée dans l'économie. Mais je vous le dis, maintenant, si vous sortez d'économie et que vous êtes dans la vie humaine, les choses n'ont pas changé. Hein. Vous prenez les gens il y a 200 ans, les gens mouraient à 90 ans. Victor Hugo est mort à 83 ans. Voltaire, je pense, à 85 ans. Louis XVI à 77 ans. Ça n'a pas changé. Et ces gens mangeaient déjà correctement. Ils mangeaient à leur faim. Ils mangeaient correctement. Ils avaient déjà des manteaux, des tissus qui les protégeaient du froid. La seule chose qui a changé, c'est l'avancement de l'économie, l'efficacité de l'économie qui rendait les choses un peu plus rapides. C'est-à-dire, Voltaire, en réalité, qui est une arnaque, bien évidemment. Hein. Voltaire, ok, il n'allait pas plus vite que toi pour te déplacer d'un point A à un point B, parce que la voiture que toi, aujourd'hui, est plus rapide que celle de Voltaire. Il n'y avait pas de voiture à leur époque. Le pétrole, ça a commencé en 1859 en Pennsylvanie, aux États-Unis, ok. Mais si tu enlèves le reste, ta vie à celle de Voltaire, elle est pareille. Hein. Il a vécu. Alors, tu vas peut-être vivre aussi longtemps que lui. Tu vas avoir une femme comme lui. Tu vas manger à ta faim comme lui. Tu vas avoir toute forme de distraction comme lui. Donc, si vous enlevez le paradigme économie-industrie, mais il n'y a pas de changement. Hein. Il n'y a pas de changement. La vie des êtres humains, il n'y a pas de véritable changement, dans le fond. Le problème, c'est que ce paradigme prend tellement de place qu'au final, on arrête de vivre. Résultat des courses, on fait moins d'enfants. On est plus triste. On ne pense qu'argent. On se lève un matin, on essaie de savoir comment est-ce qu'on va manger le soir. Alors qu'à l'époque de Voltaire, eux, ils avaient le louis d'or. C'est ça le truc. Et c'est là où je le rejoins. Innover comme l'Allemagne, innover comme la Chine. Jusqu'à quand ? Aller sur Mars ? Aller sur Mars, ok, Elon Musk vous dit, franchement, je pense qu'on pourrait investir 0,1% du capital planétaire pour aller sur Mars. Ok. Mais pendant que ce mec est en train de faire ses avions pour aller sur Mars,
il y a des gens dans ce monde qui n'arrivent pas à manger. Ils vous parlent de libertés individuelles, ils vous parlent des droits de l'homme, ils vous disent que le libéralisme économique permet de s'enrichir et qui permet à tout le monde de s'enrichir. Lorsque vous regardez les statistiques économiques, là, depuis récemment, le paradigme est en train de changer, c'est-à-dire les BRICS, mais avant, vous aviez 50% de la richesse du monde qui était dans une partie du monde, l'Occident. Et dans cet Occident, tu avais à peu près 1% des gens qui détenaient plus de 50% de cette richesse. Donc vous avez 1% des gens qui détiennent 50% de 50% du monde. Et ils vous disent que tout le monde s'enrichit. Et après, ils vous sortent la phrase de Churchill. Le capitalisme, c'est l'enrichissement inégalitaire. Le communisme, c'est le partage de la misère. Moi, j'ai envie de te demander cela. Ton partage inégalitaire de la richesse, quand tu as les mecs qui, eux, quand tu as tout le monde qui s'enrichit et que tu as des mecs qui sont un peu plus enrichis que les autres, le reste là, le reste de richesse, de partage, est-ce que c'est pas une forme de misère quand même ? Est-ce que c'est pas une forme de misère ? Quand tu as 100% du gâteau et que tu as des mecs qui ont pris 90% du gâteau et qu'il reste 10% à se partager, c'est pas une forme de misère ? Et donc du coup, je me répète par rapport à ce que j'ai dit avant. Faites très attention à ce qu'on vous dit. Parce que lorsqu'on impose un paradigme à quelqu'un, lorsqu'on impose un modèle à quelqu'un, la plupart du temps, ils vont vous sortir des intellectuels, des physiocrates, des économistes, des grands politiciens, des grands chefs d'État pour juste vous convaincre que c'est sûr, qu'il faut adopter cela parce qu'ils ont quelque chose à vous vendre. Churchill, qui était lord de l'amirauté, lui, il avait des intérêts dans sa machine industrielle capitaliste anglaise. Quand Adam Smith s'est levé un matin et qui vous disait que le libéralisme, c'était la solution, il avait ses intérêts. Quand Martin Luther, qui a écrit les 95 théories comme quoi l'Église catholique était une arnaque, il était encouragé par des gens derrière lui. Le monde ne fonctionne pas de telle sorte que on est là pour illuminer tout le monde et on est là pour essayer de vous rapprocher un peu plus de la vérité. Non, il n'y a que des intérêts. Et donc là, je reviens, je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Jusqu'où va l'innovation ? Jusqu'où ? Qu'est-ce que vous allez encore inventer aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez encore nous inventer aujourd'hui ? À une échelle plus grande que jamais auparavant, de sorte que de plus en plus de gens passent leur vie en tant que subordonnés au sein de systèmes hiérarchiques contrôlés par des bureaucraties. Que ce soit les bureaucraties des grandes entreprises ou les bureaucraties gouvernementales. Prenons un exemple récent et encore très douloureux. La propagande utilisée par Hitler, qui était incroyablement efficace. Quels étaient les moyens d'Hitler ? Il utilisait la terreur d'une part, la force brute, mais il utilisait également une forme de propagande très sophistiquée. Il employait tous les dispositifs modernes de l'époque. Bien qu'il n'ait pas eu la télévision, il avait la radio, qu'il utilisait abondamment et avec laquelle il était capable d'imposer sa volonté à une immense masse de gens, alors même que les Allemands étaient un peuple hautement éduqué. Voilà, donc ne vous faites pas avoir aussi toujours par ce genre de paradigme. Hitler a une très mauvaise réputation parce que Hitler a attaqué le capitalisme et la démocratie libérale qui sont les religions, qui étaient les religions de ses adversaires. Je tiens quand même à rappeler que Lénine, Staline, Mao, c'était du capitalisme. Ça n'a jamais été du communisme. Du capitalisme d'État. Ils captaient tous les moyens de production, de consommation et les actifs, les moyens financiers au travers de l'État, mais c'était du capitalisme. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est paradigme contre paradigme. On insulte Hitler tous les jours d'extrémistes, de racistes, de personnes odieuses, parce qu'il a attaqué le paradigme du grand chef. Non, on pourrait se poser la question. On dit qu'Hitler utilisait des techniques catastrophiques. Quand je dis catastrophique, je parle plus dans le sens du catastrophisme. Il a utilisé ce genre de technique. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Hein, les médias français ne font pas ça tous les jours. Les médias américains ne font pas ça tous les jours. Le lobby LGBT ne fait pas ça tous les jours. Le lobby féminisme
des féministes ne fait pas ça tous les jours. Le lobby de l'écologie, de l'environnement, ils ne font pas ça. Le lobby du pétrole, et ça a commencé avec Rockefeller en 1889, je pense. Ils font pas ça. Ils vous disent pas tous les jours qu'il n'y a pas assez de pétrole. Alors qu'on se rend compte, allez voir la Norvège, quand la Norvège fait beaucoup de cash et qu'elle se met à chercher du pétrole, elle en trouve en 4 secondes. Les Russes aussi, hein. Ils font pas ça. Voilà, donc faut jamais se faire avoir par ce genre de choses, hein. Hitler, le grand méchant loup, les sociétés déshumanisées, ça a toujours été comme ça le monde, hein. On vous impose, quelqu'un est là pour vous imposer son paradigme. De la même manière que la République française vous impose son paradigme. Parce que quand vous fouillez un peu plus sur l'histoire de France, vous vous rendez compte que la République, c'est un mensonge de A à Z, en commençant par son hymne national. Il me semble que le point est qu'il existe des méthodes disponibles actuellement, des méthodes supérieures à certains égards aux méthodes d'Hitler, et qui pourraient être employées dans de mauvaises circonstances. Et ce que je ressens très fortement, c'est que nous ne devons pas être pris au dépourvu par l'évolution de nos technologies. Cela s'est produit encore et encore dans l'histoire. La technologie progresse, ça change les conditions sociales, et soudain, les gens se retrouvent dans des situations qu'ils n'avaient pas envisagées, faisant toutes sortes de choses qu'ils ne voulaient pas faire. Actuellement, il me semble que la télévision est utilisée de manière On n'a pas attendu la technologie pour faire toutes sortes de choses qu'on ne souhaitait pas faire. Assez inoffensive. Je dirais même qu'elle est excessivement utilisée pour distraire tout le monde, en permanence. Mais imaginez une situation où dans tous les pays communistes, la télévision, lorsqu'elle serait présente, répéterait la même chose, en continu, et que les mêmes idées y soient martelées, sans arrêt. Alors de toute évidence... Lorsque la radio est arrivée, c'était le même discours. Lorsque le journal papier est arrivé, c'était le même discours. Lorsque les premiers téléphones sont arrivés avant les réseaux sociaux, c'était le même discours. C'est toujours la même. Ce serait un instrument immensément puissant. Toute technologie est moralement neutre. Ce sont simplement des puissances qui peuvent être utilisées soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. C'est la même chose avec les... Le monde n'est pas si manichéen que ça. Bien ou mal, ça ne veut absolument rien dire. Avec l'énergie atomique, nous pouvons soit l'utiliser pour nous faire exploser, soit l'utiliser comme substitut pour prévenir l'épuisement du charbon et du pétrole. Je pense que les dictatures du futur seront très différentes des dictatures que nous avons connues dans un passé récent. Prenons un autre livre prophétisant l'avenir, un livre remarquable. Il ne faut pas avoir peur des dictatures, c'est encore aussi une forme, ça ne veut absolument rien dire, car oui, le monde est difficile, la vie est compliquée, mais toute dictature a un début et une fin. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, mais pourquoi tu te plains de cela, en fait? Mais t'as cru, qu'est-ce que tu croyais? Que t'allais arriver sur Terre et que tout allait être beau, quoi? Mais c'est normal que c'est difficile. C'est normal qu'il y ait des gens qui essaient de t'imposer un narratif. C'est normal qu'il y ait des dictateurs, qu'il y ais des dictateurs, ou bien qu'il y ait des naïfs, ou bien qu'il y ait des bonnes personnes. C'est normal tout ça. Non, il faut se battre, hein. Je vois pas où le problème sur le fait qu'il y ait des dictatures, quoi. 1984, de George Orwell, qui a été écrit au plus fort du régime stalinien et juste après le régime hitlérien. Dans ce livre, Orwell imaginait une dictature, utilisant... Tu vois, il vous parle du régime stalinien plus fort que le régime de je ne sais qui, là, l'anglais, là. Moi, j'ai envie de te dire, je regarde les États-Unis d'Amérique et leurs actions au travers de la CIA, du complexe militaro-industriel, c'est pas meilleur, hein. C'est pas meilleur. Utilisant uniquement des méthodes de terreur et des méthodes de violence physique. Maintenant, je pense que ce qui va se passer à l'avenir, c'est que les dictateurs découvriront, comme le dit l'adage, vous pouvez tout faire avec des baïonnettes, sauf vous asseoir dessus. Si vous voulez conserver le pouvoir indéfiniment, vous devez obtenir le consentement des gouvernés. Et ce sera en partie par des drogues, comme je l'ai prévu dans Le Meilleur des Mondes, et en partie par ces nouvelles techniques de propagande. Et ils le feront en contournant le côté rationnel de l'homme, et en faisant appel à son subconscient, à ses émotions les plus profondes, et même à sa physiologie, pour ainsi le faire aimer sa propre servitude. Je pense que le danger est que les gens puissent, d'une certaine manière, être heureux sous le nouveau régime,
mais ils seront heureux dans une situation dans laquelle ils ne devraient pas être. Je trouve extrêmement important, ici et maintenant, de commencer à réfléchir à ces problèmes, afin de ne pas nous laisser surprendre par les nouvelles avancées technologiques. Par exemple, en ce qui concerne l'utilisation... Un peu démago la vidéo parce que tout le monde sait qu'il y a des problèmes. Les Français, par exemple, savent pertinemment qu'on est en train de leur mettre à l'envers. Les Américains le savent, les Africains le savent, tout le monde le sait. Mais il y a une différence entre savoir quelque chose et se donner les moyens de changer ces choses. On a tronqué toute forme d'entreprise, de changer les choses pour les populations. C'est-à-dire que le français, c'est exactement qu'il y a quelque chose qui va mal, si je prends la France. Mais maintenant, trouver les moyens pour changer les choses, là, c'est difficile. Donc, c'est un peu démago à ce niveau-là, hein, dire qu'il faut tout faire pour empêcher l'inévitable. On sait déjà que ça va pas. Mais maintenant, le problème, c'est que comment est-ce qu'on fait pour changer les choses, quoi ? Comment est-ce qu'on fait pour s'accaparer les moyens de changer ces choses ? C'est là où est le problème. Tu vois, je prends la France, ça fait 300 ans qu'ils savent qu'on leur met à l'envers. 300 ans qu'ils essaient encore de trouver une solution. C'est plus compliqué que ça, quoi. Concerne l'utilisation des drogues, nous disposons déjà de suffisamment de preuves pour pouvoir, sur la base de ces preuves, et avec un certain degré d'imagination, prévoir les types d'usages que des personnes malveillantes pourraient en faire et tenter d'y remédier. De la même manière, je pense qu'en ce qui concerne les autres méthodes de propagande, nous pouvons anticiper et nous préparer à y faire face. Après tout, la liberté est au prix d'une vigilance éternelle. Je pense que la publicité joue un rôle nécessaire, mais dans une démocratie, il me semble que le danger est le suivant. Pour l'instant, désolé, hein, mais pour l'instant, je vois absolument rien d'extraordinaire. Il est juste en train de décrire le nouveau monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le monde capitaliste. Le monde des marchands, quoi, pour l'instant. Et un jour, il se terminera parce que c'est l'histoire du monde. Hein. L'histoire du monde, ça a toujours été de se poser la question de savoir comment empêcher les marchands de contrôler le monde, quoi. Désolé, la publicité était interdite à l'époque des nobles, des aristocrates. L'usure était interdite. Alors, l'usure, interdit, voilà. De la même manière qu'on a détruit les aristos, on trouvera aussi moyen de détruire les capitalistes, quoi. Donc, bon, un jour, ça prendra fin. Qu'est-ce qui fait fonctionner une démocratie ? Une démocratie repose sur le choix intelligent et rationnel de l'électeur individuel, en fonction de ce qu'il considère comme son intérêt éclairé dans toute la démocratie, situation. La démocratie, par exemple, c'est l'une des plus grandes arnaques de tous les temps. Le sens de ce mot a été complètement détourné et les gens croient à cette mascarade. Dites-moi en quoi il est démocratique de remettre son destin entre les mains d'une personne qui te dit qu'elle en sait mieux que toi et qu'elle s'occupera mieux que toi de ton propre destin. En quoi est-ce que cela est démocratique ? Et là, il a parlé tout à l'heure de propagande, de télévision, et moi j'ai parlé tout à l'heure des influenceurs. L'Église catholique, c'est des influenceurs, tu vois. Quand Clovis est arrivé, on l'a dit, il faut que tu te christianises. Ne t'inquiète pas, fais-le. Nous, l'Église catholique de Rome, les Gaulois christianisés nous écoutent. De la même manière que les philosophes sont utilisés pour faire de la propagande, ils jouent le rôle d'influenceurs. Eh bien, tous ces gens-là, la démocratie, ça a été de la propagande. Ça a été de la propagande pour installer un paradigme capitaliste libéral. On vous a dit que la démocratie libérale, ils ont installé ce paradigme au travers de ce que moi j'appelle une religion, donc du coup la démocratie libérale. Qu'est-ce qu'une religion à mes yeux ? Une religion, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va venir avec de jolis idéaux, quelqu'un qui va venir avec des idées pas mal pour essayer d'améliorer la vie d'un groupe, d'une population sur un territoire. Le pouvoir en place va estimer que cette personne est dangereuse parce que cela va à l'encontre de son autorité. Du coup, il va tout faire pour tuer cette personne. Moi, je suis en train de t'expliquer le processus de la religion. Du coup, d'ailleurs, cette personne va être tuée, mais va être éliminée par le pouvoir en place.
mais il y a toujours des séquelles. Les séquelles, c'est les populations qui ont encore en tête ces dogmes qui ont été, cette pensée avant-gardiste qui a été promue par cette personne. Quand je dis promue, c'est pas forcément le bon mot. Parce que cette personne de base n'a peut-être pas pensé à faire de la propagande et à en faire de la promotion. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Tu as le gouvernement qui se rend compte que les plus démunis, eh bien, les idées de cette personne existent toujours au travers de la mémoire des plus démunis. Et là, ça devient dangereux. Ou bien, tu as des personnes qui, elles, convoitent l'autorité et le pouvoir et qui vont trouver le moyen de se de se réapproprier les dogmes, les pensées avant-gardistes de cette personne qui a été éliminée par le peuple pour, elle, faire sa révolution au travers des petites populations qui, elles, pensaient encore, qui avaient encore en tête cette pensée de par la personne qui en était à l'origine. Et les personnes qui, elles, se réaccaparent cette pensée avant-gardiste vont se servir des populations pour déclasser le pouvoir en place. Ça, c'est le premier cas. Ou bien le pouvoir en place, lui, va se servir de ces pensées avant-gardistes au final pour se mettre en cohésion avec les populations qui ont la majorité du nombre pour essayer de mieux les contrôler, pour essayer de garder une forme d'unité et lui, d'ailleurs, sa légitimité. Tout ça, c'est un processus que moi, j'appelle la religion. Et donc, du coup, c'est quoi ? C'est la philosophie des Lumières, c'est l'Église catholique, c'est le féminisme, c'est les LGBT, c'est le sionisme, c'est la démocratie libérale, c'est le christianisme, c'est l'islam, c'est quoi d'autre ? C'est l'économie, c'est la science, parce que maintenant, tu as toujours des personnes qui te disent source. C'est tout ça, la religion. Voilà. Donc, c'est de base des idées qui n'ont jamais été vérifiées, qui vont à l'encontre d'un pouvoir. Soit le pouvoir se réapproprie ces idées pour s'en servir comme arme sociale. Donc, du coup, toujours soumettre, psychologiquement parlant, une population. Soit ces idées vont être reprises par un pouvoir qui convoite de pouvoir en place pour se servir de la population qui, elle, croit en ces idées et faire révolution pour prendre le pouvoir en place, pour prendre la place du pouvoir en place. C'est ça une religion. Le libre-échange est une religion. Le communisme est une religion. Quand tu regardes les écrits de Karl Marx, le léninisme est une religion. La philosophie est une religion. Tout ça, ce sont des religions. Et la démocratie que cette personne est en train de décrire, c'est pareil, c'est une religion. Ce sont des religions. On va vous sortir des thèses, des phrases qui sont très belles, avec une très belle morale collective et personnelle. Ça fait rêver les gens, parce que ce qui fonctionne dans une population pour adopter un nouveau moyen de faire au travers d'une population, cela passe de par des idées qui paraissent vraiment humanistes, entre guillemets. Eh bien, la démocratie, elle n'est pas l'exception à la règle. Son process d'existence a été le même que le christianisme, l'islam, le sionisme, les Lumières, le libre-échange, le libéralisme, le communisme, quoi d'autre ? Et toutes les merdes qu'on a aujourd'hui, féminisme, LGBT, et voilà. Donc la démocratie libérale, bien évidemment que c'est une arnaque. La démocratie tout court, bien évidemment que c'est une arnaque. Et les gens, malheureusement, y croient. Dans toute situation donnée. Mais ce que font ces gens pour leur objectif personnel de promotion commerciale, et ce que font les propagandistes dictatoriaux, c'est tenter de contourner le côté rationnel de l'homme et d'en appeler directement à ses forces inconscientes et émotionnelles, de manière à rendre insensé le processus démocratique, qui est pourtant basé sur un choix conscient et sur des motifs rationnels. Et la question des enfants me semble extrêmement importante, car les enfants sont en moyenne beaucoup plus suggestibles que les adultes. Voilà, posez-vous la question de pourquoi aujourd'hui, de nos jours, il est obligatoire que les enfants aillent à l'école.
Durant la monarchie de Juillet, en 1833, on a fait en sorte de plus alphabétiser les gens. Je pense qu'à cette époque, 40% des femmes étaient alphabétisées et 60% des hommes. On est passant à près de 80%, je crois. Il était important d'alphabétiser les gens pour que ces personnes soient moins dans la démarche de faire des révolutions. Pourquoi ? Quand la France perd la guerre en 1870, les enfants qui allaient à l'école, on les apprenait à haïr les Allemands. Il s'est passé exactement la même chose lorsque les Allemands perdent la guerre face aux Français en 1914. Les Allemands, on leur apprend à haïr les Français. Voilà. C'est comme on vous dit que la Révolution française était quelque chose de nécessaire et que les rois étaient méchants. Tout est mensonge. Tout est mensonge. Donc, société déshumanisée, moi, j'ai envie de te dire, le mot d'ordre à retenir de tout ce paradigme, c'est les vainqueurs écrivent l'histoire et que les plus forts sont là pour imposer leur paradigme. C'est tout. C'est tout. Mais bien évidemment que tout a une fin. Qu'ils imposent leur paradigme, mais leur paradigme, un jour, il aura bien une fin. Et encore une fois, supposons que pour une raison ou pour une autre, toute la propagande soit entre les mains d'une ou de très peu d'agences. Vous auriez une force extraordinairement puissante, s'exerçant sur des enfants qui finiront par grandir et par devenir adultes assez rapidement. Je pense que ce n'est pas une menace immédiate, mais cela reste une forte menace potentielle. Après tout, vous pouvez déjà lire dans les journaux spécialisés les récits les plus cyniques sur l'importance de s'emparer des enfants, car ils deviendront plus tard des acheteurs de marques fidèles. Et encore une fois, bien sûr, c'est de par les enfants que la religion continue de perdurer. Démocratie libérale, capitalisme, communisme, christianisme, judaïsme, islam, paganisme, peu importe, c'est de par les enfants, vu qu'ils ont un cerveau équivalent à une éponge jusqu'à l'âge de 7 ans, et je pense que même après 7 ans, ça reste toujours une forme, ça reste toujours une éponge, peut-être moins, mais ça l'est toujours. Bien évidemment que c'est par les enfants qu'une religion, qu'un paradigme continue d'exister. Aujourd'hui, on vit dans le paradigme des marchands et de l'économie. Il est bien évidemment important qu'on apprenne nos enfants à consommer et continuer de consommer et leur faire comprendre qu'il est important qu'ils contribuent à la société. Il est important qu'on leur inculque ces valeurs dès le plus jeune âge. C'est important, bien évidemment. Là, il n'y a rien d'exceptionnel. Si je le sais, moi, une personne qui ne suis personne, si moi je le sais, alors je n'ose même pas imaginer ce que les mecs de la CIA ont dans la tête. Je n'ose même pas imaginer. Vous pouvez traduire ça en des termes politiques. Et le dictateur pensera que lorsqu'ils seront adultes, les enfants deviendront de fidèles acheteurs de son idéologie. Mais encore une fois, tout ça, les gens le savent. C'est pas ça la question. Sa vidéo, elle est jolie, mais ça sert absolument à rien. C'est pas ça la question. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on trouve le moyen de s'en sortir. Tout le monde sait qu'on nous vole. Tout le monde sait qu'on nous arnaque. Tout le monde sait que les politiciens mentent. Tout le monde sait que les gouvernements sont des voleurs. Tout le monde le sait. Deuxième phase. Comment est-ce que tu fais pour t'en sortir ? Parce que quand t'as un groupe de personnes qui sort dans la rue pour aller faire la guerre, eh bien malheureusement, toi, tu peux pas te permettre de le faire parce que tu dois travailler le lendemain pour aller nourrir ta famille, ou bien parce que tu as d'autres obligations, eh bien tout simplement, tu ne peux pas le faire de peur de représailles dans ton travail ou dans je ne sais quoi. C'est de cette manière qu'ils nous tiennent par les couilles. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on trouve le moyen d'arrêter tout ça. La première étape, elle est bonne, elle est faite. On sait qu'on nous ment, on sait que tout est arnaque, on sait qu'aujourd'hui, on vit dans un paradigme qui nous a été imposé. Ça, on le sait. Deuxième étape, comment est-ce qu'on fait ?
70 ans plus tard, ces propos semblent plus que jamais d'actualité. Et j'imagine qu'intuitivement, beaucoup d'entre vous ont fait le lien avec des événements récents. Mais pour aller plus loin, dans une conférence à l'université de Berkeley en 1962, Aldous Huxley évoquait la possibilité d'une dictature scientifique. Une dictature dans laquelle des régimes pourraient justifier de la suppression des libertés individuelles au nom de la science et de la... Voilà, donc excusez-moi, je coupe, mais voilà, ça c'est très intéressant ce qu'il vient de dire. Avant, nous étions dans une dictature théologique, religieuse. 1700, au XVIIIe siècle, les physiocrates sont arrivés, les scientifiques sont arrivés, ils vous ont dit c'est terminé la religion, on doit être capable d'expliquer le monde qui nous entoure. Donc, nouvelle dictature scientifique. Et ça a fonctionné parce que maintenant, les gens ne sont plus capables de voir avec leurs propres yeux et lorsque tu sors des choses, ils s'empressent d'écrire ou bien de te demander des sources. Voilà. Dictature scientifique, tu as l'écologie, tu as l'environnement, tu as le pétrole. Ça a très bien fonctionné. Ce sera ensuite intéressant de savoir quelle sera la nouvelle dictature qui va succéder à la dictature de la science. Ça va être la dictature de l'émotionnel. Parce que ça a déjà commencé avec le féminisme, avec les LGBT, avec les transgenres, avec l'enfant de 7 ans qui a le droit de changer de sexe. Mais moi, je trouve que cela est complètement normal. Hein, et qu'il n'y a absolument pas à être outré de la chose. Parce que lorsque vous regardez toutes les civilisations humaines, lorsqu'elles sont arrivées à leur paroxysme, c'est-à-dire au sommet de leur art, vous remarquez toujours qu'il y a ce genre de folie. Cette folie qui tourne autour de l'émotionnel. Donc LGBT, vous vous intéressez aux Romains avant 476 avant Jésus-Christ, il n'y a pas de différence avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc au final, je suis en train de penser, mais je me dis que bon, l'histoire se répète, l'histoire est une boucle infinie, quoi. Et de la sécurité publique. Et la pandémie de 2020 l'a largement démontré. En s'appuyant sur des données scientifiques parfois controversées ou interprétées de manière biaisée, nos gouvernements ont imposé des confinements, des passeports sanitaires et des restrictions qui ont profondément affecté les libertés individuelles. Et même si ces mesures ont été prises au nom de la santé publique, elles ont également montré à quel point il était facile de centraliser les pouvoirs en période de crise. Et là, justement, on pourrait faire aussi une autre analyse par rapport à cela, par rapport à la démocratie. Nous vivons dans un monde où les marchands ont réussi à prendre le pouvoir. Ils ont réussi à créer du capital. Avec ce capital, ils ont acheté les terres des aristocrates, des nobles et des princes du sang, et le pouvoir politique aussi que les aristocrates, les princes du sang contrôlaient. Leur problème, c'était de contrôler le pouvoir politique au travers du Parlement. Avant, le Parlement était détenu par les nobles, ceux qui faisaient la guerre. Ils ont réussi à capturer le politique pour imposer leur paradigme, phase 1. Phase 2, ils ont créé une nouvelle religion qui s'appelle la démocratie libérale. Phase 2. Dans la phase 3, ils ont réussi à faire une sorte de lavage de cerveau aux populations pour leur faire croire que voter pour eux, que la démocratie représentative était la solution. Ça, c'est la phase 3 ou 4. Vous savez quelle est la nouvelle phase maintenant ? C'est de ne plus passer par le Parlement, c'est de ne plus passer par la démocratie, c'est de ne plus passer tout simplement par le pouvoir politique, c'est de vous imposer les choses au nom de la sécurité. Ça s'appelle, comme ce qu'il est en train de dire, le Covid, l'environnement, l'écologie. Donc on n'a même plus besoin de voter. On n'a même plus besoin de faire tourner l'arnaque, la mascarade de la démocratie représentative. On n'a plus besoin de cela. Au nom de votre sécurité. Ça, c'est la nouvelle phase. Et c'est bien plus malin que Sylla qui s'autoproclame dictateur de l'Empire, de la République romaine. C'est bien plus malin. Bien de Staline. Dans Les origines du totalitarisme, Hannah Arendt explore comment la peur peut être exploitée par des gouvernements pour instaurer un contrôle autoritaire. Elle explique que la peur, exacerbée en temps de crise, permet d'isoler les individus, de détruire les liens sociaux et d'instaurer une surveillance de masse. Ainsi, des régimes totalitaires peuvent manipuler des peurs irrationnelles pour renforcer la confusion collective et maintenir une forme de domination.
Cette exploitation émotionnelle justifie alors un contrôle généralisé, rendu légitime par un besoin de sécurité, ce qui finit par saper les libertés individuelles. Et c'est pour ça que pour protéger notre démocratie, il est essentiel de faire preuve d'esprit critique face aux martelages émotionnels des médias et à la tendance des discours politiques à dénaturer les faits au profit d'ambitions camouflées. Alors, excusez-moi, là, je coupe. Je pense que ce n'est plus le problème. On a dépassé ce stade-là parce que, Dieu merci, parmi toutes ces inventions, il existe l'Internet et l'Internet nous a permis d'être bien plus éduqués, que par le moyen de l'école et donc du coup de l'apprentissage traditionnel. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, avant, on avait peut-être un pourcentage bien moindre que celui actuel pour ce qui est de l'éveil des populations. Aujourd'hui, le pourcentage est bien plus élevé. Donc les gens savent qu'ils nous mentent. Et ça, c'est le monde entier. Les Africains comprennent la douille qui s'est passée vis-à-vis de leur sous-sol. Les Occidentaux savent pertinemment la douille qui s'est passée vis-à-vis de, par exemple, la découverte du Nouveau Monde et qu'en réalité, il n'y a que même pas 1% de la population qui en a profité et absolument pas les 80% des plus démunis. Ils ont parfaitement compris les rouages pour imposer une religion dans un pays. Ça, on a tout compris. Grâce à l'Internet, tu sais que la révolution industrielle, la révolution française, c'était peut-être une arnaque. Les guerres mondiales, il y avait derrière de gros intérêts. Même les guerres de 7 ans, les guerres de 30 ans, de 80 ans, il y avait plein d'intérêts cachés, que c'était peut-être pas pour des unités nationales ou bien pour une forme de nationalisme, mais c'était parce que une certaine race, on va dire, s'amuser sur les terrains, des Germaniques, descendants de Charlemagne. Tout ça, on l'a compris. Donc, encore une fois, je me répète, on n'est plus à ce stade-là. Les gens sont éveillés. Peut-être pas tout le monde, mais le pourcentage, tous les jours, il augmente. On est dans la deuxième phase. Comment est-ce qu'on trouve le moyen de contrecarrer ces gens ? Il y a des solutions. Il y a le Web 3, par exemple. Parce que sa vidéo, elle est mignonne, mais il y a le Web 3. Complètement décentralisé. Il y a une solution. Moi, je pense que les libertés individuelles, elles sont dans l'énergie, tu vois. Il vous parle de liberté individuelle, il vous parle de droit administratif, du code, il vous parle de droit, tout simplement. Mais tout ça, c'est des conneries. Les libertés individuelles, elles sont dans l'énergie libre. Si vous trouvez le moyen d'avoir de l'énergie libre dans un pays, déjà, je peux vous garantir que les gens, là, sont vraiment libres. C'est pour ça que d'ailleurs, ils vous font toute une propagande pour vous dire que le pétrole est cher. Parce qu'ils ne peuvent pas vous le permettre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le nucléaire en France est démantelé. Il faut esclavagiser les gens. Donc quand on parle des moyens, quels sont les moyens qui vont nous permettre de contrecarrer ces gens ? C'est la décentralisation énergétique. Parce que l'énergie, c'est les moyens. Ça reste encore... on va dire, la base pour ce qui est des moyens de faire des choses, de se déplacer, de passer à l'action, de se bouger le cul, ça reste encore l'énergie. Donc, première chose, trouver le moyen d'avoir de l'énergie libre. Deuxième chose, la conscience. Parce qu'il faut toujours réfléchir, il faut toujours penser en termes de liberté, il faut toujours avoir son esprit critique, comme il expliquait tout à l'heure. Et ça, c'est le Web 3. C'est le Web 3. Donc, là, honnêtement, pour contrecarrer ces gens, il faut de l'énergie libre. Donc, il faut de l'énergie libre et de la conscience libre. Voilà. Parce que je peux vous le garantir, hein, vous ne serez pas plus intelligent lorsque vous aurez les puces d'Elon Musk dans votre cerveau. Au contraire, vous allez dépérir. Et ces gens qui se pensent plus intelligents que vous, Elon Musk, c'est tellement tragique de voir que les gens pensent qu'Elon Musk est bien plus intelligent qu'eux. C'est la plus grande tristesse de ce monde. Chacun a une zone de génie. Chacun performe mieux que l'autre dans un domaine. C'est tellement dommage de donner autant de crédit à des gens, à mon avis, pas si malins que ça, parce qu'ils ont oublié que ce qui compte dans le monde, c'est la conscience. La conscience. La conscience, l'inconscient, c'est le cerveau humain. D'ailleurs, le cerveau humain, un organe qu'on n'a toujours pas, à ce jour, compris. On ne sait toujours pas comment il fonctionne. Il y a tellement de mystères dans le cerveau humain.
Et vous avez un mec qui s'appelle Elon Musk qui lui veut mettre des puces et qui va tuer la conscience, il va tuer toute la beauté du cerveau, tout le mystère, toute l'imprédictabilité ou bien tibilité du cerveau. Vous me corrigerez. Vous allez vous rendre compte qu'en mettant des puces Neuralink d'Elon Musk, vous ne serez pas forcément plus intelligent. Vous allez très vite vous en rendre compte. Donc là, pour contrecarrer ces gens, il faut de l'énergie libre, moteur quantique, nucléaire, soleil artificiel, fusion froide, fission nucléaire, je confonds les termes. Et de deux, la conscience libre. Là, ils peuvent pas nous contrecarrer la chose. Donc la conscience libre, énergie libre. Énergie, c'est tout ce qui est moyen de production, industrie. Pour qu'une industrie et pour qu'un paradigme de production fonctionne, il faut une monnaie libre. Bitcoin, je sais pas. Donc, conscience libre ici. Monnaie libre, conscience libre, énergie libre. Maintenant, il faut trouver comment le faire. D'ambition camouflée. Et les événements de 2020 ont confirmé la fragilité de notre démocratie face à la manière dont les gouvernements peuvent utiliser la science comme une arme politique. Et c'est donc difficile de ne pas faire le lien avec la dictature scientifique qu'évoquait Huxley dans les années 60. Ce qui nous invite dans un premier temps à faire particulièrement attention à ce que les savoirs techniques ne deviennent pas un instrument du pouvoir. Ensuite, Huxley parlait d'une surorganisation comme d'un processus dans lequel la technologie et la bureaucratie centralisent le pouvoir pour contrôler les individus. Et les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok illustrent parfaitement cette idée. Grâce à leurs algorithmes, ces plateformes contrôlent ce que des milliards de personnes voient, lisent et pensent. Et ce n'est plus seulement une question d'information, mais une question de formatage des consciences. D'ailleurs, dans le roman dystopique 1984 de George Orwell, il décrivait une société dans laquelle le langage était méticuleusement manipulé pour éteindre la liberté de penser. Orwell décrit la création d'un nouveau langage, la novlangue, qui est utilisée comme un outil de contrôle mental. Par l'appauvrissement de la langue, le régime cherche à rendre littéralement impensable le concept de liberté, de rébellion ou de critique du gouvernement. Par exemple, le terme liberté est progressivement effacé du vocabulaire pour être remplacé par des termes neutres ou dénués de sens contestataire. Avec pour volonté nationale, démocratie, ce sont nos valeurs. Parce que vous l'avez choisi, parce que vous l'avez décidé. Sécurité, votre sécurité, vos enfants. Voilà, c'est ce genre de mots qu'ils utilisent. Avec pour intention évidente de rendre impossible toute divergence de pensée. Et aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui s'imposent comme le nouveau ministère de la vérité. Ils façonnent la réalité à travers des trends, inventent des mots et orientent notre attention sur des slogans ou des pensées dénuées d'arguments, ce qui a pour effet de radicaliser nos réflexions et d'en supprimer les nuances. Sans nous en rendre compte, nous devenons des vecteurs de concepts aberrants et laissons cette surorganisation technologique prédite par Huxley devenir une réalité objective. Après, excusez-moi, je le coupe, mais il ne faut pas aussi partir non plus trop loin. C'est-à-dire que des fois, encore une fois, je le répète, le process pour créer une économie se fait en deux phases. La première phase, c'est de trouver une idée que moi j'estime s'apparente à une religion, et grâce à cette religion que les gens vont adopter, tu peux te permettre de vendre ensuite ton produit. Christianisme, Bible. Démocratie libérale, dette. Libre-échange, dette. Quoi d'autre? Bref, tu as une idée qui se transforme en religion, tout le monde l'adopte, tout le monde trouve ça normal, et ensuite tu peux installer ton paradigme. Donc Black Lives Matter, ça reste une idée, ça reste une forme de religion pour créer d'ailleurs une économie. L'environnement et l'écologie, c'est pareil. L'idée, la religion, alors l'idée, c'est que tout va mal à cause du capitalisme. D'ailleurs, ça crée une religion où tout le monde croit en la fin du monde. Et d'ailleurs, ensuite, tu crées une nouvelle économie. C'est toujours pareil. Le pétrole continue d'exister de la même manière parce qu'on vous dit qu'il y en a de moins en moins. C'est toujours pareil, c'est le même processus. Donc souvent, moi je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop loin. Lorsqu'il parle de Black Lives Matter, c'est exactement pareil que certaines choses qui constituent tout le lobby des LGBT.
ou bien des féminismes. Il y a des petits mouvements que l'on peut créer pour que cette idée se transforme en une forme de religion, pour tout simplement créer une économie. On va quand même rappeler que les femmes, par exemple, sont des êtres exceptionnels pour ce qui est du capitalisme, hein, tu vois. Et que du coup, pour ce qui est de choses basiques, dans le capitalisme, tu peux créer énormément d'histoires basées sur l'émotion pour vendre aux femmes, tu vois. Tu as des économies qui aujourd'hui sont vraiment existantes grâce aux femmes. Les réseaux sociaux, l'économie de l'attention, le luxe, quoi d'autre? T'en as plein. Ça ne vient pas à l'esprit comme ça, mais tu en as plein. Voilà, tu as aussi les hommes derrière. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que, bon, des fois, il ne faut pas non plus aller trop loin sur des concepts, bien sûr, des mouvements, on va dire, sociaux qui peuvent prendre de la place dans nos vies quotidiennes. Mais cette réalité n'est profitable qu'aux intérêts politiques et commerciaux dominants. Et notre liberté de penser, de raisonner et de nous rassembler autour de valeurs fortes est étouffée par la confusion médiatique et progressivement remplacée par une forme de servitude numérique. Dans le meilleur des mondes, Aldous Huxley imagine un futur où les technologies contrôlent les populations. Une société où les individus sont conditionnés dès leur naissance pour accepter leur rôle, leur classe sociale et aimer leur propre servitude. Huxley montre comment une société technologiquement avancée peut manipuler les instincts et les émotions humaines pour créer un ordre stable mais profondément déshumanisé. Un ordre dans lequel la liberté individuelle est sacrifiée au profit d'une harmonie artificielle et froide. Par cette dystopie, il nous met en garde contre les dangers de l'utilisation de technologies pour manipuler l'esprit humain. Et évidemment, il dénonce les stratégies destinées à faire des gens des complices involontaires de leur propre oppression. Il a parlé d'harmonie, j'ai envie de te dire, c'est pareil. Hein. Dans le fond, les paradigmes n'ont pas changé. Ils utilisent toujours les mêmes moyens. L'harmonie dont tu parles, c'était l'Église catholique à une certaine époque en Occident. On a demandé aux Vikings de se christianiser au XIIe siècle. Les Germaniques en France au 5e siècle. Toute l'Europe s'est christianisée. Aujourd'hui, maintenant, la nouvelle religion, c'est la démocratie, c'est la science qui crée une forme d'harmonie sociale. C'est toujours le même paradigme. Hein. Maintenant, là, il nous parle des réseaux sociaux. Dans le fond, le nouveau paradigme imposé qui prend la place de l'ancien paradigme, il utilise dans le fond les mêmes stratégies. Hein. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les IA génératives sont capables de créer des deepfakes et de manipuler l'information. Et elles semblent être en train d'atteindre une qualité d'exécution inquiétante. D'où les préoccupations un peu putaclic d'Elon Musk sur ce sujet. Et on pourrait aussi faire le lien avec la République de Platon, dans lequel le philosophe nous met en garde contre l'illusion des sens et la nécessité de s'élever vers la connaissance pour échapper aux tromperies du monde matériel. En brouillant les frontières entre l'illusion et le réel, l'IA nous éloigne encore plus de cette quête de vérité. C'est dommage, il a fait la première partie du travail qui est la connaissance. La deuxième partie du travail, c'est les moyens. Donc l'énergie libre, la monnaie libre et la conscience libre. Dans ses réflexions sur la propagande, l'auteur du Meilleur des mondes soulignait comment Hitler utilisait la radio pour imposer sa volonté sur les masses. Aujourd'hui, les techniques de propagande ont évolué, elles sont devenues plus subtiles et encore plus invasives, notamment grâce aux technologies numériques. Alors, l'Église catholique utilisait l'indulgence pour tromper les masses aussi. D'ailleurs, l'affaire Cambridge Analytica a très bien révélé comment les données personnelles peuvent être exploitées pour manipuler les élections. Elles sont utilisées insigneusement pour influencer les décisions démocratiques, convaincre des électeurs encore indécis et rassembler des groupes minoritaires pour modifier les tendances. Puis en 2013, Edward Snowden a révélé que des agences gouvernementales collectaient et stockaient une quantité massive de données sur les citoyens, ce qui a permis et permet un contrôle social omniprésent et invisible. Cette surveillance s'inscrit dans une logique de manipulation subtile où les informations personnelles sont utilisées pour influencer et diriger les comportements. Les propagandes déjà très habiles d'autrefois sont passées à un niveau bien supérieur et elles sont devenues une science sophistiquée qui transforme nos opinions en silence. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les individus sont conditionnés subtilement à travers des flux constants d'informations, si bien qu'ils sont prêts à se battre pour défendre des opinions qu'ils n'avaient pas la veille. Mais Huxley imagine aussi le soma,
une drogue fictive à la consommation quasi obligatoire, qui apaise et contrôle les citoyens. Elle est utilisée pour maintenir la population dans un état de consentement artificiel. C'est le maintien de la population. Faut pas souvent trop compliquer les choses. Est-ce que c'est pas tout simplement pour qu'on puisse continuer, non pas pour qu'on puisse, mais pour qu'on continue d'exister, continue d'être soumis au paradigme du capitalisme et de l'argent. Donc on trouve toujours de nouveaux moyens d'esclavagiser les gens au travers du taux d'intérêt et que certaines personnes, elles continuent de s'enrichir. Parce que je sais pas s'il faut partir si loin que ça pour. Est-ce qu'il faut partir si loin que ça là vis-à-vis de ce qu'il énonce? Je ne sais pas. Grâce à elle, les individus acceptent passivement leurs conditions sans jamais ressentir le besoin de se révolter ou de remettre en question l'ordre établi. Ainsi, les gens abandonnent. Accepter passivement sa condition, mais avant l'avènement de la technologie, c'était déjà le cas, et peu importe les civilisations, peu importe l'époque. Je sais pas, je regarde les Romains, il y avait les esclaves. Je regarde les Grecs, il y avait des esclaves. Les gens abandonnent toute intention de revendication, ce qui maintient le peuple à l'écart de toute forme de pensée dissidente. Un peu comme un tour de force non violent, le soma symbolise la manière dont le contrôle social peut être exercé non pas par la force, mais par l'induction d'un bonheur superficiel et d'une conformité docile. Et aujourd'hui, cette drogue pourrait très bien être la technologie elle-même. Les smartphones, les réseaux sociaux et les jeux vidéo ont tendance à favoriser les addictions et elles nous détournent de notre réalité et par effet de résonance, elles nous rendent plus faciles à influencer. D'ailleurs, les gros comptes... Ouais, voyez-vous, cela a déjà commencé à l'époque de l'Empire romain qui nous parlait de cirque, donnez-leur du pain et des jeux et vous inquiétez pas, tout se passera bien pour nous. Au final, est-ce que les choses ont vraiment tant changé que cela ? Et on retiendra que l'Empire romain a dépéri. La seule chose qui a survécu à cet empire, c'est l'Église et la langue. La langue qui c'est le renouveau de la langue, hein, donc le français, l'espagnol et j'en passe. Et peut-être aussi tout ce qui est administratif et un peu d'architecture. Mais au final, dans le fond, la civilisation a dépéri et a cessé d'exister. Donc bon, j'ai envie de te dire, soyons un minimum optimistes. Tout a une fin, toute civilisation a une fin. Ils nous contrôlent, mais jusqu'à quand, quoi? Jusqu'à quand? Gros comptes sur ces réseaux, on les appelle des influenceurs. L'addiction technologique que nous observons aujourd'hui peut être vue comme une nouvelle forme de servitude. Voilà, les influenceurs, j'en ai déjà parlé, ça existe depuis la nuit des temps. Les philosophes ont été des influenceurs, les économistes ont été des influenceurs, les prêtres ont été des influenceurs, les imams ont été des influenceurs, les hommes nouveaux à l'époque de Cicéron étaient des influenceurs. Aujourd'hui, c'est le mot qu'on utilise. À l'époque, c'était des mots différents. Avant, c'était les physiocrates, puis les économistes, puis les philosophes, ensuite les intellectuels. Aujourd'hui, c'est juste le vocabulaire qui change. Mais en réalité, les procédés n'ont pas changé. Donc bon, au final... Les individus, tout en croyant être libres, sont en fait enchaînés par leurs besoins de stimulation. Sans parler des effets de récompense, le fait d'avoir des vues, d'avoir des likes, d'avoir des commentaires, d'avoir de l'engagement, d'avoir de l'audience. Aujourd'hui, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde veut le dire et se sent légitime pour le faire. Si bien que même la notion de popularité... Tu vois, tout le monde veut le dire, tout le monde se sent légitime de le dire. Je ne suis pas sûr. Les gens sont peut-être plus sur les réseaux sociaux parce qu'ils essaient de trouver une manière de faire de l'argent et de vivre convenablement. Je ne pense pas que les gens de base viennent le faire parce que voilà, ils ont une certaine forme d'ego, une certaine forme de narcissisme en eux. Bien évidemment qu'il y a des personnes comme ça et que ces côtés narcissiques et égocentriques se développent en la personne. Mais bon, j'ai envie de te dire, de base, je pense que c'était surtout une question d'argent pour la plupart d'entre eux. Donc, au final, est-ce qu'il faut vraiment partir si loin que ça? Je sais pas. Je reste un optimiste. La réalité s'effrite. On peut être une star un soir et rebasculer dans l'inconnu le lendemain. Ce qui est important de retenir, c'est que par cette addiction digitale, nous offrons en pâture deux choses qui ont énormément de valeur. Notre attention et nos données. Et Huxley avait anticipé ce phénomène en montrant comment le divertissement et le confort pourraient devenir les nouveaux instruments du contrôle social. À travers son intervention... Ça, je suis totalement d'accord. Plus on est paresseux, plus on est assisté, plus on donne notre attention, plus on est distrait, et plus il est facile pour eux
de continuer de vivre au-dessus de leurs moyens et de nous imposer leur paradigme. Ça, je suis complètement d'accord. Intervention et ses écrits, plus qu'une dystopie ou une simple prémonition, Huxley nous a offert une véritable mise en garde. Et s'il n'y a qu'une chose à retenir de son héritage, c'est que la liberté a un prix, celui de la vigilance éternelle. Ça, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Vigilance éternelle. Allons-nous vers une société déshumanisée Je pense que le paradigme n'a absolument pas changé. On est toujours dans le monde des marchands, le monde du capital. Maintenant, il est vrai que là, ça a l'air de bien fonctionner pour eux, ça a l'air de bien continuer pour eux. Et maintenant, jusqu'à quand, je ne sais pas, mais bon, restons optimistes. Toute civilisation a une fin, tout paradigme a une fin. Le problème, c'est que quel est le prochain paradigme qui nous sera imposé ? Et malheureusement, l'histoire ne fait que se répéter. Après, très bonne vidéo. Allons-nous vers une société déshumanisée ? Bon, malheureusement, là, c'est... Tout a un prix, comme il a dit. Mais bonne vidéo, bonne journée.